Chris Constantini, ça s'appelle L'âme de fond, et on retrouve votre personnage, le flic new-yorkais. Tout à fait. Tel, c'est ça? Voilà, Ouais. qui est devenu détective en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là cette fois-ci? En fait, là c'est un mélange de plein d'histoires. Oui. Il reçoit une femme de 70 ans au charme un petit peu vénéneux, qui lui amène une carte postale sur laquelle vous avez la photo de Zanzibar d'un côté, Oui. et de l'autre côté c'est écrit « Je vous rejoins bientôt, je suis assis sur un tas d'or grâce à mes oreilles ». Oui. Et donc elle reçoit, et cette carte postale a été postée de Zanzibar en 1945. Et donc elle va voir mon héros qui devient détective. En quelle année elle va voir? Là c'est contemporain. Oui. Mais cette carte postale, en fait, on lui a envoyé juste récemment, alors qu'elle a été postée en 1945, elle n'avait jamais vu la couleur. Et là, elle dit au détective, si vous arrivez à me trouver ce trésor, je vous en donne la moitié. Oui. Et donc elle finit par le convaincre. Et on va partir de New York, en fait, très contemporain. On va aller rechercher sur les traces du passé de tout ce qui s'est passé essentiellement dans l'océan Indien au moment de la guerre. On va aller à Laboe pour rencontrer un ancien patron de sous-marin allemand. On va aller à Kiel, on va aller à Cincinnati, et bien sûr, on va aller à Zanzibar, à Sanaa, à Dar es Salaam, au Mont Kenya, toute cette région qui a bercé mon enfance. Parce que ça, c'est une réalité, c'est-à-dire cet argent, cet or nazi, on ne sait jamais où il est parti réellement. Alors, il y a dans l'absolu, on estime à peu près, au cours d'aujourd'hui, à 12 milliards d'euros, l'or qui a été spolié aux Juifs. Oui. D'accord. Sur cet or, une grande partie, il y a eu une course effrénée à la chute des nazis entre les Russes et les Américains pour essayer de foutre la main sur des trésors qui étaient accumulés dans des mines qu'on appelle les mines de Merkers au sud-est de l'Allemagne. Les Américains sont arrivés en premier, ils embarquent tout sur un bateau et puis à un moment donné ils se disent mais l'Europe se casse la gueule. Si on ne fait rien, les Russes le communisme va tout envahir. Donc d'une manière un peu cynique, il réinjecte cet argent qui a été spolié aux Juifs dans l'économie française et allemande pour pouvoir qu'elle redémarre et freiner comme ça Staline aux frontières. Donc ça c'est la partie grosso modo historique qu'on connaît. Et puis une énorme partie s'est volatilisée dans des coffres, essentiellement en Suisse. La Suisse a un rôle vraiment dramatique dans cette période-là, puisque imaginez-vous, vous êtes descendant d'un juif qui a été gazé, vous dites c'était mon père, je sais qu'il y avait de l'or dans vos comptes, et le Suisse vous disait mais prouvez-le. Sauf que bien évidemment il n'y avait pas de certificat de décès, il n'y avait rien. Donc, il a fallu que ça soit Clinton, dont on dit que c'est le premier président américain qui n'ait pas eu de compte en Suisse. Et la pression essentielle d'Edgar Bronfman, qui était donc le président du comité juif, pour essayer de faire plier les Suisses. Et finalement, après des tractations très très longues, la Californie a menacé de retirer ses avoirs en Suisse, l'État de New York a menacé de retirer ses avoirs en Suisse. Donc ce n'est qu'en 98, donc plus de 40 ans après la spoliation, qu'ils ont décemment fait un chèque d'1,2 milliard à répartir pour les familles. Alors revenons à votre détective privé, tel. Donc lui, il va s'embarquer pour Zanzibar. Alors il va partir de cette histoire où on lui dit, il va partir de la carte postale, hein, il va voir qu'elle a été postée à Zanzibar et il essaye de comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être assis sur un tas d'or grâce à ses oreilles. Et là on va être entraîné bien évidemment dans une histoire un petit peu aussi musicale parce que mon héros le jazz est très présent. Voilà, le jazz est toujours très présent. Comme d'habitude d'ailleurs. Comme d'habitude, mais on revient, le jazz c'est aussi prend ses racines en Afrique, donc on revient en Afrique. Et puis si vous voulez, il y a plein de sujets qui m'ont passionné, que j'avais vu enfant. D'abord, mon père m'a rapporté, lorsque j'avais 14 ans, d'un de ses cocktails à Sanaa, qu'il avait vu une colonie d'anciens nazis qui était cachée. Ça, c'était le premier point qui a fait tilt dans mon cerveau 50 ans après. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on ne parle jamais du trafic d'esclaves qu'il y a eu sur la côte Est, qui est tout à fait scandaleux, tout aussi scandaleux que celui qu'il y a eu sur la côte Ouest. Hein. Mais donc, vous avez un endroit qui s'appelle Bagamoyo, au-dessus de Dar es Salaam. Bagamoyo, ça veut dire « laisse ton cœur ». Et c'est de là que les esclaves étaient chargés pour tous les sultanats dans des conditions assez incroyables. Donc, ce mélange d'histoires a fait que mon héros va découvrir qu'en fait,
le type était oreille d'or dans un sous-marin, il va donc à Laboe rechercher un ancien patron de la Kriegsmarine, enfin commandant de la Kriegsmarine. Là aussi, il y a des histoires complètement dingues. Des gosses de 20 ans qui étaient envoyés patron de sous-marin. Il y avait un sous-marin sur 3 qui rentrait. Dönitz lui-même, qui était l'amiral, avait perdu 2 de ses fils. Et ces types étaient incroyables. Ils n'étaient pas nazis. Ces recherches m'ont permis de comprendre aussi d'autres choses. Vous aviez notamment un patron de sous-marin qui rentrait à Lorient, qui était la base, et avec son hygiaphone qui disait « Est-ce que cet enfoiré d'Hitler est toujours là ?» Le type était quand même marin allemand, quoi. Donc on va se promener un peu dans tous ces endroits géographiques. Beaucoup au Yémen, qui est un pays qui m'a passionné, beaucoup sur l'océan Indien. J'ai ressorti, si vous voulez, de ma mémoire tous les monts Fred que j'avais lus, parce que il n'y a pas l'équivalent à mes yeux d'un océan Indien, il n'y a pas d'équivalent à un ciel indien. Voilà, tout ça, ça sent les alizés. Oui, ça sent beaucoup mon Fred également. Hein. On sent bien que ça serait le meilleur compliment. Vous a marqué. Ça serait le meilleur compliment que vous puissiez me faire, parce que effectivement, d'avoir vécu à Djibouti, d'avoir été à Dar es Salaam, à Lamou, ou même au fin fond de la Tanzanie, hein, qu'on appelle le Tanganyika, où vous aviez beaucoup d'Allemands. Tout ça, c'est des endroits absolument sublimes qui maintenant sont un peu... Certains sont perdus, le Yémen malheureusement, d'autres sont complètement sous le joug des touristes, mais il reste encore quelques endroits, notamment le Mozambique, paraît-il, qui est un endroit absolument formidable. Mais cet endroit du monde, on n'en parle pas assez. L'océan Indien, c'est les mathématiques, c'est la navigation, c'est tout un tas de choses. Zanzibar, ça vous a marqué? À Zanzibar, c'est formidable. C'est formidable. C'est mythique. Vous allez là-bas, là, franchement, vous n'avez plus envie de rentrer. Que ce soit les paysages, que ce soit l'atmosphère, que ce soit la mer. On a l'impression que tout s'est figé un petit peu. Et quand vous pensez que c'était il y a un siècle un comptoir absolument incroyable, le sultanat était un des pays les plus riches au monde. Zanzibar était une île incroyable pour le clou de girofle, pour tout un tas de choses, et malheureusement pour le trafic d'esclaves. Et puis on va revenir un instant sur le jazz, parce que le jazz pour vous, c'est d'abord une musique de souffrance, c'est une musique qui rappelle l'esclavage. Ah ben tout à fait. De toute manière, le jazz vient de l'Afrique, hein. Et en Afrique, la musique, elle vient du sol, elle vient de cette noirceur. Et si vous voulez, toute la base du jazz, c'est le blues. Et ce blues, c'est cette espèce de note un petit peu noire. D'ailleurs, on l'appelle le blues, mais ça devrait être le blacks parce que c'est tellement triste, mais en même temps, ça leur donnait du cœur à l'ouvrage. Et oui, le jazz doit toute sa fécondité à la musique africaine, comme l'art africain d'ailleurs a envahi d'autres choses. Donc la musique, oui, parce qu'elle rythme mes romans, parce que le jazz, c'est la musique de la vie. On sait comment ça commence, on sait comment ça finit, et au milieu, c'est de l'improvisation. Et donc, dans cette histoire, mon héros va justement pouvoir avoir un déclic dans son enquête grâce à un vieux saxophoniste jazz qui ressemble un petit peu à Dexter Gordon, qui va le mettre sur la piste. En tout cas, on va laisser quand même les téléspectateurs découvrir le livre et pas trop raconter. Ça s'appelle Lame de fond, aux éditions Glyph. Tout à fait. Et vous avez également démarré une nouvelle façon de distribuer vos livres. En fait, si vous voulez, j'ai eu la chance très tôt d'avoir un prix à mon premier roman au Masque, donc c'était une grande maison d'édition, et ensuite chez Michel Lafon. Et puis, je peux vous promettre que vous me mettez derrière un ordinateur, je sais à peine utiliser Facebook et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai 4 enfants, il faut arriver à vivre avec son temps, on me parle d'Internet, d'Amazon, d'un Kindle, etc. Et je me suis dit, puis zut, je vais essayer de lancer mon livre en auto-édition. Donc j'ai écrit le livre, je l'ai fait corriger et je l'ai mis sur Amazon Kindle avec un très beau site internet, une page Facebook, etc. Et là, incroyable, j'étais numéro 1 des ventes pendant plus de 3 mois et demi, même devant Marc Lévy et Musso, donc je peux vous dire que je n'étais pas peu fier, mes chevilles avaient un peu gonflé. Et au jour d'aujourd'hui, oui, j'en ai vendu un peu plus de 8000. Et si vous voulez, c'est un moyen de diffusion incroyable, c'est exponentiel. Le marché est en train de changer. Vous voyez maintenant dans les trains ou dans les avions tout un tas de personnes avec des tablettes. Ce qu'on n'a pas encore compris en France. Ce qu'on a encore peu compris en France. Certaines maisons d'édition se mettent, mais ce qu'elles n'ont pas encore compris, c'est que ce sont 2 métiers très différents en fait.
pour un même contenu et très complémentaires. L'un ne cannibalise pas du tout l'autre. Mais je peux vous promettre que vous allez inviter de plus en plus d'auteurs qui vont connaître des succès sur Amazon, et c'est très démocratique. Et puis ce qui est intéressant, c'est pour les personnes âgées qui ont des problèmes de vision. Bien sûr, mais vous avez l'interactivité, vous pouvez ouvrir les lettres si vous les voyez mal, vous pouvez changer de typo, vous n'êtes plus obligé maintenant de vous trimballer avec des cabas remplis de livres. C'est un outil sensationnel. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Ça s'appelle Lame de fond, Chris Constantini. On va aller se promener donc dans l'océan Indien et on va écouter de la belle musique et on va rencontrer, comme d'habitude, des personnages très très intéressants. Merci. Merci à vous.